Le château de Laignon, au profil imposant, se présentait en 1880 sous un aspect plus modeste. Sa situation, dominant le village et la vallée du Laignon, séduisit Isidore Eguermont, qui, en 1881, l'acheta avec ses 485 hectares au comte de Gourcy-Serinchant pour la somme de 1 112 000 francs or. Laignon, transformé et agrandi selon les plans d'Isidore, fut pendant 3/4 de siècle le théâtre d'une vie familiale intense. Les fêtes de fin d'année rassemblaient pendant 8 jours plus de 30 hôtes et un grand arbre de Noël était dressé dans le hall pour les enfants et les villageois. Plusieurs d'entre nous naquirent à Laignon ou s'y marièrent. On voit ici le mariage d'Yvonne Eguermont. Et là, Agnès et Anouchka Eguermont dans leur rôle de pages. L'hospitalité y était sans limite. Les uns y passaient l'hiver pour les chasses, les autres l'été pour les vacances. Voici la porte des pauvres, qui était ouverte à tous les miséreux, pour les bols de soupe et les tartines. Les réunions de famille et d'amis étaient multiples. En voici une, photographiée au petit péristyle. Le grand péristyle, lui, était converti en reposoir lors des processions. Isidore Eguermont naquit au château de Ledeberg, aujourd'hui disparu, en 1844. Tandis qu'en sa qualité d'ancien diplomate, il ouvrait ses portes au monde, son épouse Émérance, très dévote, imprégnait Laignon d'une atmosphère quasi conventuelle, rythmée par le tintement des cloches appelant à la prière. Le chapelet était récité quotidiennement à la chapelle, tandis que la messe y était célébrée toutes les semaines par l'un ou l'autre de ces 150 ecclésiastiques de tous ordres qui y ont officié. Parmi eux, 3 cardinaux, 2 nonces apostoliques, 5 évêques, 3 abbés mitrés, dont les armoiries illustrent le livre d'or de la chapelle, où s'inscrivent aussi quelques baptêmes et des dizaines de premières communions. Isidore, musicien doué, fut élève de César Franck et composa sa première œuvre musicale à l'âge de 13 ans. Il acquit plusieurs pianos et orgues, dont l'un fut construit d'après ses propres indications. Il jouait et improvisait à merveille. Diverses cours européennes se régalèrent de ses récitals, dont celle du Kaiser à Berlin et celle du Tsar à Saint-Pétersbourg. Isidore, grand voyageur, fit le tour du monde en 1875, ce qui était rare à cette époque, et relata ses voyages dans des livres pleins d'érudition. C'était aussi un travailleur acharné, pratiquant pleinement sa devise, Laboremus, procurant du travail à toute la région. L'exceptionnelle situation stratégique du château de Laignon, dominant 30 km à la ronde, lui valut lors des 2 guerres mondiales le passage des états-majors, des rois et des princes. Dans cette période troublée, la première communion de Jacques de Villefranche fut néanmoins célébrée. À l'approche de la Deuxième Guerre, les troupes belges séjournèrent à Laignon et le prince Baudouin, âgé alors de 9 ans, y fut reçu en 1939 à l'occasion des manœuvres. Une photo immortalisa l'engagement volontaire de 6 des enfants de Paul Eguermont au service du pays. Le gros de la famille avait évacué en France en direction de Lourdes. Jacques de Villefranche et Arnaud de Montpellier se distinguèrent dans la résistance. Jean de Villefranche subit 4 ans de captivité en Allemagne. André Eguermont, fils cadet d'Isidore, naquit et vécut à Laignon, dont il fut longtemps bourgmestre. Il y mourut en 1949. Isidore mourut au château de Laignon en 1923, à l'âge de 78 ans. On exécuta à son enterrement la marche funèbre de sa composition. Son décès constitua un événement régional. Des trains spéciaux s'arrêtèrent à Laignon, expressément pour ses funérailles. Émérance, âgé de 93 ans, s'éteignit à Laignon en 1951. Après sa mort, le château fut bientôt mis en vente et par suite perdit son caractère seigneurial et familial. Les nouveaux occupants le défigurèrent par des modifications utilitaires. L'abandon du château familial stimula le crayon nostalgique de quelques-uns d'entre nous, tels Yvonne Mignot et Paul Hage, sans compter Bernard Eguermont, dont l'esquisse se trouve tout au long de ce reportage. En 1987, la presse s'est fait l'écho d'un grand rassemblement familial qui eut lieu à Laignon en septembre. Environ 180 descendants d'Isidore sur 280 répondirent à l'appel et signèrent le livre d'or. Il représentait 6 générations.
Nous devons au patient travail généalogique de John Eguermont maints éclaircissements concernant nos ancêtres. Cette panoplie représente succinctement quelques blasons de notre ascendance. La suivante nous présente le tableau des blasons de la descendance directe et de ses alliances, jusqu'à la 3e génération, celle des petits-enfants d'Isidore. Lors du rassemblement, les participants furent accueillis à Laignon par des sonneries de cors de chasse diffusées du haut du donjon. Après quoi, les enfants grimpèrent sur l'affreux escalier de fer, installé par les occupants du moment et heureusement disparu aujourd'hui. Les jeunes firent plus ample connaissance autour du bar, installé dans le jardin d'hiver, tandis que les aînés évoquaient leurs souvenirs, les arrosant de la cuvée spéciale du château de Laignon, petit vin qui, sans prétendre égaler les grands crus d'Isidore, se laissait boire. On erra dans le parc, on visita tout, des caves au grenier, sans oublier les dépendances. Et les octogénaires, tout comme les enfants, gravirent vaillamment le colimaçon menant au donjon. Certains se recueillirent à la chapelle, d'autres au caveau funéraire. La fête dura jusqu'au crépuscule. Depuis ce mémorable événement, le château de Laignon a passé dans d'autres mains. L'actuel propriétaire s'attache à rendre à cette vaste demeure son aspect d'autrefois. Le château de Laignon a récemment servi de cadre à une émission d'RTL. Il a également fait l'objet de reportages télévisés, tels que ceux qui vont suivre. La télévision communautaire de Rochefort, Vidéoscope, ainsi que l'émission Télétourisme sur la RTBF. Petit joyau dominant le village au nord, le château de Laignon, de style néogothique en pierre calcaire, attire bien des regards. Ses origines précises se confondent avec l'histoire du village. On peut retracer l'histoire qui se trouve d'ailleurs sur les murs de la salle où nous nous trouvons autour de nous, de 747 donc à 1672. Et disons que c'est davantage l'histoire du village de Laignon même que du château, dont nous n'avons d'ailleurs de cette date de 1674 à 1813 pas tellement d'indications. Disons qu'il va passer au Dupont de Vèves ou de Wèves, nous ne sommes pas certains de l'origine exacte, finalement au comte de Gourcy-Serinchamp. Et à cette époque, le château de Laignon était d'ailleurs beaucoup plus petit. En fait, il n'occupait que les communs actuels. Et Isidore Eguermont donc, va l'acquérir en 1881 et c'est lui qui va vraiment donc, donner toutes les transformations que nous lui connaissons maintenant et son état actuel. À sa mort en 1923, je pense, sa veuve le tiendra jusqu'en 1951. L'épouse d'Isidore Eguermont était Émérance Mathieu de Weinendal, donc qui possédait le château du même nom. Et puis, à son propre décès, il échouera donc à la baronne de Villenfagne de Sorine, qui, elle, le vendra donc à la Société nationale de chemin de fer et qui l'exploitera donc en le louant à l'AEP, qui est une œuvre de bienfaisance, je sais qu'il passe l'acte, je pense, en 1971. Et puis, il sera finalement racheté donc, par les propriétaires actuels qui se sont constitués en société anonyme début de l'année 1990. Le château, pourvu de 365 fenêtres, disposait de 80 pièces habitables. La richesse du mobilier et du décor intérieur, leur caractère éclectique, le bon état de conservation de la bâtisse laissent le visiteur perplexe. Alors on peut s'étonner de l'état de ce château qui finalement est resté en très bon état. Et en fait, je crois que c'est dû au bon soin d'un architecte qui rénova en son temps les boulevards de Gand, qui s'appelle M. Vanache, et qui était un architecte donc, qui a essayé de donner à l'ensemble encore une certaine harmonie, quoique de manière un peu folle, puisque le château est quand même terriblement néogothique.
Et ce qui frappe à Laignon aussi, c'est la diversité de ses salles et de ses styles. On passe du style Renaissance au moderne anglais. Et il y a une anecdote qui court qui dit que tous les maçons de la région ont collaboré à la construction ou la rénovation de Laignon dans les années 1900. Et je crois que d'un rapide coup d'œil, on se rend compte que ce château est tout à fait en bon état en fait. Des mesures de classement comme monument de l'ensemble du château sont en cours. Sont concernés par ces dispositions les façades et la toiture, le rez-de-chaussée de l'aile principale, la cage d'escalier, le vestibule d'étage et la chapelle. L'établissement d'une zone de protection est également en cours de procédure. Elle se limitera à la partie du parc en contact visuel avec le château. Le conseil communal sinassien a récemment rendu un avis favorable à l'égard de ce classement. La superficie des terres qui appartiennent au château est de 9 hectares environ. Et il y a différentes dépendances qui sont encore la propriété de l'AEP. Nous sommes en train de restaurer le premier et surtout le deuxième étage, qui est... disons en bon état, mais enfin qui doit quand même être revu. Alors en gros travaux, non, pas vraiment. Disons que c'est plutôt des travaux de maintenance et de rafraîchissement. Les propriétaires du château, tout en maintenant un caractère privé à la propriété, ne manquent pas d'idées pour sa mise en valeur. Tout d'abord, c'est de le restaurer, de le remettre un peu dans son état initial. Et puis d'y organiser différentes manifestations aussi, quoique les propriétaires désireraient lui conserver son caractère privé. Mais on peut faire appel éventuellement à diverses entreprises qui pourraient organiser des séminaires ou d'autres manifestations. On a toutes sortes de propositions et on essaye que les gens se sentent bien et qu'on puisse créer en fait un réseau. Et je compte d'ailleurs personnellement créer une SBL qui s'appellerait les Amis du Château de Laignon et qui serait en fait une vaste famille qui serait intéressée par le style 1900 qui est si particulier à Laignon. Notre région est dotée d'un passé monumental extrêmement riche et diversifié. Qu'il s'agisse de Vèves, Lavaux-Sainte-Anne, Miroir, Serinchant, Natois, Cergnon ou d'autres encore, toutes ces bâtisses ne sont pas égales devant leur restauration. La nécessité d'une politique générale de réhabilitation et de conservation de ces sites se fait de plus en plus pressante. Je crois que ce qui existe au travers de l'Association royale des demeures historiques, c'est très valable. Évidemment, c'est la plus connue en Belgique. En Flandre, il y a un pendant qui s'appelle Belgica Nostra et qui s'efforce de faire des interpellations jusqu'à la Chambre des députés pour modifier les lois en matière de conservation du patrimoine. Nous, de notre côté, un peu en parallèle, nous avons fondé une association qui s'appelle l'Association des châteaux et domaines de Belgique. Et nous essayons, au travers de cette ASBL, d'intéresser les gens et les pouvoirs publics d'une autre manière à ce qu'est la restauration d'un site par les problèmes concrets justement qui se posent. Mais avant cela, finalement pas très loin d'ici, à vol d'oiseau, nous allons partir pour le château de Laignon, près de Ciney, qui, avec ses tours donjons et chauguettes, fait un peu penser au château de la Belle au Bois dormant. Et pourtant, il est de construction très récente, alentour du début du siècle. Il a été construit par un notable gantois, Isidore Eguermont, qui était diplomate au service de Léopold II et qui a rassemblé dans cette demeure privée ses souvenirs de carrière, de voyage également. Le château a été classé récemment par les services du patrimoine, des monuments et sites. La visite est guidée par Annie Tonon. On m'a demandé d'envisager le dossier de classement du château. Je me suis d'abord posé la question, est-ce que ça vaut la peine de proposer au classement un château néogothique qui est si tardif?
parce qu'en fait, il a été construit entre 1895 et 1900. Alors, bon, je suis venue ici, bien sûr, et je suis rentrée dans le château, et j'ai commencé à le regarder, à le découvrir, à l'observer. Et progressivement, je me suis rendu compte qu'il avait un intérêt. Alors, ce château néo-gothique exprime par sa conception spatiale toute la manière de vivre de l'époque. Quand vous rentrez dans le hall central, vous avez de part et d'autre les pièces qui se distribuent, le grand salon, la bibliothèque et le jardin d'hiver d'un côté, qui est un peu l'aspect vie publique, si je peux dire, et puis de l'autre, la vie plus privée. On se trouve ici dans la salle à manger, qui est entièrement, disons, tapissée de boiseries, de lambris, de les vaisseliers néo-gothiques flamboyants. Au milieu de ce pan de mur, vous avez l'énorme cheminée en pierre blanche, qui est presque une construction néo-gothique avec ces tourelles, ces pinacles qui font penser presque à des morceaux d'architecture d'hôtel de ville gothique. Assez pompeux, mais qui deviennent intéressants dans la mesure où ils sont dans un contexte complet. Alors les peintures murales sont des peintures du début du siècle qui représentent toute l'histoire du village de Lénion, depuis 1066 jusqu'à l'époque où le comte Éguermont est venu s'installer ici. En fait, le comte avait racheté un château déjà préexistant qu'il a profondément transformé en fonction de ses rêves, de ses aspirations. Le fait qu'il ait été secrétaire de légation l'a amené à voyager, notamment avec le ministre Nothomb, dans les années 1874, 75, 77. Et en fait, il a transposé ses souvenirs de voyage dans des énormes peintures qui ont été d'ailleurs réalisées bien après, au début du siècle, et qui représentent les lieux qui l'ont frappé. Cette cage d'escalier est en fait l'illustration de ses voyages. Et plus on monte dans la cage d'escalier, plus se développent les tableaux de ses séjours d'hiver dans le monde entier. D'une part, la conception générale du château est ancrée à la tradition, mais paradoxalement, il y a une pièce qui est la bibliothèque, qui ouvre un peu les portes sur un autre horizon, parce qu'elle en fait est d'inspiration moderne style. Et ça étonne dans cet ensemble très sombre et très chargé, si on peut dire, de tradition. Et puis cette pièce qui est un peu le lieu symbole de l'ouverture culturelle de son propriétaire, a une autre source d'inspiration. En parfait globe-trotter, Isidore Éguermont consigne ses impressions de voyage au Japon et en Amérique, où la Maison-Blanche l'étonne par sa simplicité. Cette résidence présidentielle, si réputée dans le monde entier, n'est donc qu'une construction sans prétention architecturale, en vulgaire maçonnerie, badigeonnée de blanc. On peut deviner le confort à travers, c'est amusant à dire, mais à travers l'ancien tableau électrique qui reprend les noms de différentes pièces et des fonctions. C'est comme ça que l'on peut découvrir qu'il y avait gymnase, qu'il y avait téléphone, qu'il y avait lingerie. Monsieur Delestienne, vous êtes régisseur de ce château. Qu'est-ce que c'est être régisseur au XXe siècle? Oui, c'est vrai que les gens ne sont pas très informés sur cette profession qui en fait est très ancienne puisqu'elle remonte au XVIIIe. Un régisseur, pour moi, c'est quelqu'un, il y a différentes définitions, mais je vois ma profession aussi comme une passion. Et en tout cas, je dois être capable de régler des petits problèmes comme des très grands. Savoir pourquoi une poule s'interrompt de pondre ou être capable de recevoir correctement un membre de la famille royale, ça fait aussi partie de l'attribution d'un régisseur. Alors il y a aussi dans cette profession un aspect qui est économique, c'est de veiller à ce que les frais fixes, surtout d'une demeure telle que celle-ci, puissent être compensés par des moyens, des systèmes qui sont adaptés à la vie de château et à ce qu'est un château. Et voilà, personnellement, moi j'ai trouvé un système donc, où des personnes sont locataires et en même temps participent selon leurs affinités à la vie du château, à ce qu'on peut imaginer pour elles et qu'elles se sentent aussi très bien, ce qui est très important pour nous.
On essaye aussi de créer des synergies et d'associer le nom de Légnon à des activités qui sont ponctuelles, pas nécessairement résidentielles, mais j'essaye de faire de cet endroit un phare un peu, surtout sur le plan culturel. C'est un témoin de l'art 1900, c'est peut-être d'axer cette politique autour de cet art 1900 qui est si présent à Légnon. L'intérêt aussi, je crois, de ce château, c'est de le situer dans son époque. Et il faut dire qu'à l'époque, on construit aussi l'hôtel Stoclet de Bruxelles, qui est un autre monde. Donc, c'est deux sociétés parallèles qui ont probablement dû se frôler quand même, mais manifestement, celle-ci, c'est un montre, et l'hôtel Stoclet, c'est un peu le symbole d'un autre monde. Et je crois que c'est intéressant de garder les traces de ces sociétés, même si l'une n'est pas novatrice, tandis que l'autre l'était plus. Le château de Légnon n'est accessible qu'aux groupes constitués de 20 personnes au minimum et sur réservation préalable au 083 21 46 81.